Elle sentait mauvais, c'était la première chose que tout le monde remarquait, avant même de la voir, mais personne ne savait pourquoi. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de soutenir la chaîne. Maintenant, installez-vous confortablement, et laissez-moi vous raconter l'histoire de cette fille que tout le monde rejetait, jusqu'au jour où la vérité éclata, bouleversant la vie de chacun. C'était un matin d'automne, l'un de ces jours où l'air frais mord la peau, où les feuilles mortes craquent sous les pas comme des secrets qu'on ne veut pas entendre. Dans la petite salle de classe du lycée Saint-Michel, les élèves s'agitaient, impatients de commencer la journée. Au fond, près de la fenêtre, assise sur une chaise branlante, se trouvait Élise. Elle parlait peu, ses yeux restaient baissés, ses mains crispées sur son vieux sac à dos. Ses vêtements étaient usés, froissés, et une odeur âcre flottait autour d'elle, invisible mais indéniable. Les regards glissaient sur elle, furtifs, parfois méprisants. Un murmure circulait, un chuchotement montant en crescendo, elle sent mauvais, pourquoi elle ne se lave jamais? Certains ricanèrent doucement, d'autres détournèrent la tête, gênés de participer mais incapables d'ignorer. Même les professeurs semblaient l'éviter, comme si son odeur formait un mur invisible que personne ne voulait franchir. La sonnerie retentit. Élise ne bougea pas immédiatement. Son regard s'attarda sur une photo accrochée au mur, celle d'une famille souriante. Un souvenir lointain d'un bonheur qu'elle ne connaissait plus. La pièce semblait soudain plus froide, plus lourde. Elle inspira profondément, tentant de ne pas laisser son malaise la submerger, mais à chaque respiration, le poids de l'exclusion devenait plus difficile à porter. Madame Dupont, la professeure de français, entra alors. Elle avait toujours eu un regard doux, mais ce matin-là, quelque chose dans son expression changea. Elle remarqua immédiatement l'odeur. Pourtant, au lieu de froncer les sourcils ou de reculer, elle s'approcha d'Élise, avec hésitation. Un silence pesant s'installa, chargé de non-dits et de jugements. Les autres élèves la suivirent du regard, intrigués par cette interruption inhabituelle. Madame Dupont posa une main légère sur l'épaule d'Élise, et pour la première fois, la jeune fille leva les yeux. Dans ce regard, il y avait une détresse profonde, une histoire cachée que personne n'avait encore osé découvrir. Sans un mot, la professeure sortit son téléphone de sa poche. Ses doigts tremblaient. Elle composa un numéro, le regard fixé sur Élise, consciente qu'elle venait de déclencher quelque chose d'inattendu, de crucial. L'attention dans la pièce était palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Quel secret pesait donc sur cette jeune fille? Qu'est-ce qui pouvait expliquer un tel rejet? Cette odeur que personne ne voulait comprendre? Le mystère ne faisait que commencer, et déjà, on sentait que rien ne serait plus jamais comme avant. Madame Dupont resta un instant immobile, le téléphone toujours en main, les yeux posés sur Élise. Dans la salle silencieuse, le murmure des élèves s'était éteint, remplacé par une tension sourde qui pesait sur chaque épaule. Elle, d'ordinaire si sereine, semblait désormais tiraillée entre son devoir professionnel et une inquiétude plus profonde, presque maternelle. C'est là, dans ce contraste, que l'on saisissait l'essence même de cette histoire. Une jeune fille invisible aux yeux du monde, mais à la douleur bien réelle. Élise sentait chaque seconde s'étirer comme un fil fragile, prêt à se rompre. Elle avait appris à vivre dans cette solitude imposée, où les regards évitaient son visage comme s'il portait la marque d'un mal invisible. Ce matin n'était pas celui que l'on croyait. Derrière cette odeur qui semblait repousser tous ceux qui l'approchaient se cachait une vérité bien plus complexe, un secret que ni elle ni personne n'avait encore osé dévoiler. Née dans un quartier modeste de la périphérie parisienne, Élise portait sur ses épaules le poids d'un passé difficile. Sa mère, partie quand elle était encore petite, avait laissé derrière elle un vide immense et l'absence de tout repère. Son père, taciturne et souvent absent, travaillait de longues heures pour joindre les deux bouts. Leur appartement exigu, situé dans une tour grise aux fenêtres embuées, n'était pas un refuge, mais un lieu où les silences criaient plus fort que les mots. À l'école, le fossé se creusait chaque jour davantage. Les élèves du lycée Saint-Michel, issus pour la plupart de milieux favorisés, voyaient en Élise une étrangère, une ombre dérangeante dans leur monde bien ordonné. Les rires étouffés, les regards en biais, les gestes d'évitement formaient un mur invisible dont elle ne pouvait s'échapper. Chaque matin, elle tentait de masquer son malaise derrière un masque de résignation, espérant que le temps effacerait les jugements. Pourtant, ce jour-là, quelque chose avait changé. Madame Dupont, qui avait toujours eu un faible pour elle, avait décidé de ne plus détourner le regard. Derrière sa douceur habituelle, ses yeux trahissaient une détermination nouvelle,
une volonté de comprendre ce que personne n'avait voulu voir. Elle connaissait les difficultés d'Élise. Elle avait parfois surpris ses larmes silencieuses après les cours. Mais cette odeur, persistante, lui avait toujours échappé. Ou peut-être avait-elle choisi de ne pas y faire face. Dans la classe, les élèves échangèrent des regards inquiets. Certains se demandaient si la professeure allait révéler quelque chose, d'autres redoutaient ce que cela pourrait signifier. Le silence était devenu lourd, saturé de non-dits. On devinait que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, n'allait pas tarder à surgir. Élise sentait son cœur battre à tout rompre. Un mélange d'espoir et de peur l'envahissait. L'espoir qu'enfin, quelqu'un perce sa carapace de rejet. La peur que la vérité la condamne à un isolement encore plus cruel. Elle s'efforça de maîtriser sa respiration, s'accrochant à ce fil fragile de courage qui avait toujours été son seul refuge. La lumière automnale, tamisée par les volets, dessinait des ombres dans la pièce comme les contours incertains d'un avenir qui allait changer. Madame Dupont, le visage traversé par l'émotion, appuya sur la touche d'appel d'urgence. Le silence se brisa, sans éclat, comme le souffle d'un secret prêt à être révélé. Ce moment suspendu marquait le début d'un chemin où chaque geste, chaque mot, chaque regard allait désormais compter. La vérité ne surgirait pas d'un seul coup. Elle avancerait lentement, avec la délicatesse et la brutalité du réel. Et dans ce lycée, au cœur d'un matin d'automne, des vies allaient être irrémédiablement bouleversées. Le bip strident du téléphone retentit dans la salle figée. Madame Dupont, la main toujours posée sur l'épaule d'Élise, semblait soudain moins assurée. Son regard se perdit un instant, comme happé par une pensée qu'elle n'osait formuler. Les élèves, eux, retenaient leur souffle. Ce silence n'était plus un simple silence, mais l'attente d'une révélation. Ce qui troubla le plus fut l'hésitation dans la voix de la professeure lorsqu'elle s'adressa à l'opérateur du 911. Ce n'était ni la panique ni la froideur, mais quelque chose entre les deux. Une vulnérabilité inattendue, presque une confession silencieuse. Oui, c'est au lycée Saint-Michel, une situation particulière, murmura-t-elle sans jamais détourner les yeux d'Élise. Puis elle raccrocha, et la pièce replongea dans un calme électrique. Les élèves échangèrent des regards perplexes. Certains chuchotaient, d'autres restaient figés, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Un détail attira l'attention de Margot, la meilleure amie de la professeure. Elle vit le léger tremblement des mains de Madame Dupont, un geste si subtil qu'il aurait pu passer inaperçu. Mais Margot, qui la connaissait depuis toujours, le reconnut aussitôt. C'était un signe. Madame Dupont portait un poids qu'elle ne pouvait plus contenir. Élise, elle, sentait une boule grossir dans son ventre. La détresse qu'elle avait toujours tenue à distance semblait maintenant s'infiltrer dans chaque fibre de son être. Pourtant, malgré l'angoisse, une lueur nouvelle brillait dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Ou du moins, à la possibilité d'être enfin vue autrement que par le prisme de cette odeur. Alors que la tension culminait, un son inattendu retentit, un grincement discret venu du couloir. Les élèves se retournèrent, à l'affût. Madame Dupont fronça les sourcils. Son calme vacilla. Elle s'avança vers la porte, l'entrebâilla, puis se retourna vers la classe et fit signe de rester silencieuse. Une ombre de doute traversa son visage. Subtil, mais bien réel. Ce bruit, à cet instant précis. Était-ce un hasard? Ou bien le signe que quelqu'un d'autre savait? Qu'autre chose se tramait dans ce lycée? Le cœur d'Élise battait à tout rompre. Le silence lui-même devenait une menace. Margot, observant tout cela de l'autre côté de la pièce, se sentit tiraillée. Elle connaissait Élise depuis quelques mois, avait parfois surpris des éclats de tristesse dans ses yeux, mais jamais rien d'aussi profond. Elle se demanda si, derrière cette odeur si dérangeante, ne se cachait pas une réalité plus sombre qu'elle ne l'avait imaginée. Pourtant, elle ne savait pas comment approcher cette vérité sans briser un fragile équilibre. Au fond de la classe, Thomas, un élève discret mais attentif, prit soudain conscience d'un détail qu'il avait toujours ignoré. Le regard fuyant d'Élise, certes, mais aussi la manière dont ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle serrait son sac. Ce n'était pas simplement de la gêne, mais une peur plus viscérale, presque animale, un réflexe de survie. Cela l'ébranla davantage que les murmures moqueurs dont il avait été témoin. Dans ce climat chargé, Madame Dupont revint s'asseoir, son visage marqué par une fatigue soudaine. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, puis à Élise, comme pour chercher dans ses yeux une réponse qu'elle ne pouvait pas encore formuler.
La professeure paraissait déchirée entre l'envie de protéger l'intimité de cette jeune fille et celle de devoir intervenir de manière plus urgente. L'odeur, cette présence invisible qui avait toujours été synonyme d'exclusion, semblait désormais porter une tonalité différente. Elle n'était plus seulement un stigmate, un prétexte au rejet, mais quelque chose qui appelait à une écoute plus attentive, à une compréhension plus profonde. Pourtant, personne ne savait comment franchir cette barrière, ni même si c'était possible sans tout faire basculer. Soudain, Élise remua légèrement, comme si une pensée lointaine venait de surgir. Ses yeux fixèrent un point vague sur le mur, puis se brouillèrent de larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps. Ce geste, aussi discret soit-il, brisa un peu la tension. Madame Dupont s'approcha doucement, lui tendit un mouchoir sans un mot, et posa une main réconfortante sur son dos. Ce contact, simple et pourtant chargé d'une signification immense, fit vaciller les certitudes de chacun. Les élèves, jusque-là spectateurs impassibles, commencèrent à percevoir la complexité de la situation. Ils n'étaient plus dans un récit de jugement, mais dans une histoire humaine, fragile et douloureuse. Pourtant, au-delà de cette intimité partagée, une question persistait, lancinante. Pourquoi personne jusque-là n'avait-il vu ce que Madame Dupont venait d'entrevoir? Était-ce une question de peur, d'indifférence, ou simplement d'impuissance? Et surtout, comment cette vérité encore embryonnaire allait-elle se déployer dans un milieu où l'apparence et la normalité semblaient tout dominer? Le téléphone vibra de nouveau sur le bureau. Rappel brutal à la réalité. Madame Dupont le saisit, le regarda un instant avant de répondre. Sa voix, bien que calme, trahissait une inquiétude nouvelle, comme si l'appel qu'elle venait de recevoir ouvrait une porte qu'elle redoutait. Tout autour d'eux, la salle semblait s'être transformée, passant d'un simple espace scolaire à un théâtre d'émotions et de non-dits. Au même moment, le ciel à travers la fenêtre s'assombrit légèrement, une ombre passant sur les visages des élèves, comme si la lumière du jour reflétait désormais les zones d'ombre installées dans leur cœur. Élise, recroquevillée sur sa chaise, semblait soudain moins seule, mais aussi plus fragile que jamais. Le mystère, loin de s'éclaircir, s'épaississait, tissant autour d'eux un voile d'incertitude et de promesses brisées. Et dans ce lycée, ce matin d'automne, chaque respiration, chaque regard, chaque silence devenait un pas vers une révélation qui changerait tout. Le silence s'était installé, lourd et presque palpable, lorsque la porte de la classe s'ouvrit brusquement. Deux hommes en uniforme, des secouristes, entrèrent, leur regard scrutant immédiatement Élise. L'atmosphère changea instantanément. Les élèves reculèrent instinctivement, comme si cette intervention concrétisait soudain la gravité du secret que Madame Dupont avait deviné. La professeure leur fit signe de se calmer, tandis que son visage exprimait une détermination mêlée d'inquiétude. L'un des secouristes s'approcha lentement d'Élise, la voix douce mais ferme. « Bonjour Élise, nous sommes là pour t'aider. Peux-tu nous dire ce qui ne va pas ?» La jeune fille leva à peine les yeux, ses lèvres tremblantes s'ouvrant à peine pour murmurer un mot. « Je ne sais pas. » Son regard se perdit ensuite dans le vide, comme si elle cherchait une réponse à l'intérieur d'elle-même. Madame Dupont sentit son cœur se serrer. Elle s'accroupit à côté d'Élise, posant une main réconfortante sur son dos. « Élise, tu n'es pas seule. Nous sommes ici pour comprendre ce qui se passe. » Mais la jeune fille semblait prisonnière d'un cauchemar silencieux, incapable de s'exprimer vraiment. Alors, l'un des secouristes, d'un geste rapide mais délicat, prit une petite lampe torche dans sa poche et l'éclaira sous le menton d'Élise. Ce simple faisceau révéla ce que personne jusqu'ici n'avait osé voir, des plaques rouges, des croûtes, et une odeur âcre qui semblait émaner directement de sa peau, bien plus forte que ce que l'on pouvait imaginer à distance. L'odeur n'était pas seulement une gêne sociale, elle était le symptôme visible d'un mal profond, physique et grave. « C'est une infection sévère », murmura l'autre secouriste, la voix basse, presque pour lui-même. Il se tourna vers Madame Dupont. « Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Il y a un risque d'aggravation rapide. » Cette phrase, si simple en apparence, fit l'effet d'une bombe. Le visage de la professeure pâlit, consciente que la vie d'Élise venait de basculer. Les élèves, jusque-là figés, commencèrent à chuchoter, leur voix mêlée d'étonnement et de peur. Une infection. Elle ne sentait pas mauvais simplement parce qu'elle ne se lavait pas. La révélation éclata dans la pièce comme un orage d'été, bouleversant toutes les certitudes, démantelant les jugements hâtifs et cruellement ancrés. Mais ce n'était pas tout. Tandis que les secouristes préparaient Élise à partir, Madame Dupont remarqua un détail qui lui glaça le sang. Sur le poignet de la jeune fille, à moitié caché par une manche déchirée,
un bracelet médical usé, presque effacé par le temps, un bracelet d'alerte qui signalait une maladie chronique, une alerte silencieuse que personne n'avait prise en compte. « Élise, est-ce que tu prends des médicaments » demanda doucement la professeure. La réponse fut un simple hochement de tête, accompagné d'un regard qui semblait implorer qu'on ne la laisse pas pour compte. Cette maladie, jusque-là ignorée ou méconnue, était la clé qui expliquait tout. L'odeur, la douleur, l'isolement. Madame Dupont sentit une colère sourde monter en elle. Comment avait-on pu laisser cet enfant souffrir ainsi, invisible, rejeté, sans qu'aucun adulte ne prenne la mesure de son mal? La responsabilité collective pesait lourdement, comme un secret honteux que le lycée tout entier portait sans le savoir. Alors que les secouristes s'occupaient d'Élise, la proviseure entra précipitamment, alertée par l'appel au 911. Son visage grave trahissait une inquiétude profonde. « Madame Dupont, que se passe-t-il » demanda-t-elle, la voix tremblante. La professeure, les yeux fixés sur Élise, répondit d'une voix ferme. « Élise est malade, et elle a besoin d'aide médicale urgente. » Nous ne pouvions plus attendre. Ce tournant brutal transforma la dynamique de la classe. Le rejet se mua en compassion, la peur en une prise de conscience collective. Mais derrière cette émotion nouvelle, un autre poids s'imposa, celui des conséquences à venir. Élise allait devoir affronter non seulement sa maladie, mais aussi le regard des autres, désormais teinté de pitié et d'interrogation. Dans ce moment suspendu, Madame Dupont comprit que cela ne s'arrêterait pas avec un simple appel au secours. C'était le début d'un combat plus vaste, celui de la reconnaissance, de l'acceptation, de la lutte contre l'indifférence et le jugement, et surtout, un combat pour Élise, pour qu'elle retrouve sa place, non pas comme une ombre rejetée, mais comme une jeune fille digne de respect et d'amour. Alors qu'Élise quittait la classe, soutenue par les secouristes, les regards des élèves se posèrent sur Madame Dupont. Dans son silence, il y avait une promesse, celle de ne jamais laisser tomber, de continuer à chercher la vérité, et à défendre ceux qui, comme Élise, souffrent en silence. Le voile venait de se lever, révélant un monde plus complexe, plus cruel, mais aussi plus humain. Et dans cette révélation, une lueur d'espoir, fragile mais tenace, commençait à poindre. Le départ d'Élise, escortée par les secouristes, laissa derrière elle un vide oppressant, un silence lourd de sens qui pesa sur la salle de classe comme une chape. Les chaises vides, le vieux sac abandonné sur le sol, tout semblait figé dans une immobilité douloureuse, comme si le temps lui-même hésitait à reprendre son cours. Madame Dupont resta debout près du bureau, les mains crispées autour d'un stylo qu'elle tournait nerveusement, incapable de briser ce mutisme qui la rongeait de l'intérieur. Autour d'elle, les élèves glissaient lentement de leur place, leur regard évitant le vide laissé par Élise, ou se posant furtivement sur Madame Dupont, cherchant une réponse qu'elle ne pouvait pas encore donner. Margot s'approcha timidement, les yeux embués, trahissant une émotion qu'elle peinait à contenir. « Madame, vous pensez qu'elle ira mieux » Sa voix trembla, portant l'angoisse d'une adolescente confrontée à une réalité trop lourde pour son âge. Madame Dupont la fixa un instant, les lèvres pincées. Elle aurait voulu la rassurer, dire que oui, tout irait bien, que l'aide était là, que la médecine ferait des miracles. Mais au fond, elle ne savait pas. Ce qu'elle savait, c'est que cette journée venait de briser une barrière invisible. La vérité avait éclaté dans un monde où l'ignorance régnait depuis trop longtemps. « Nous ferons tout ce que nous pouvons, Margot. » Mais sa voix s'éteignit dans un soupir, alourdi par le doute et la peur. Dans un coin de la salle, Thomas restait figé, les mains enfoncées dans les poches, le regard perdu dans le vide. Il repensait à tous ces moments où il avait croisé Élise dans les couloirs, à ces ricanements qu'il avait ignorés, ou auxquels il avait lui-même participé, sans réfléchir. Une onde sourde monta en lui, un poids nouveau lui coupant presque le souffle. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Si indifférent? La culpabilité s'insinuait, insidieuse, suivie d'un besoin impérieux de comprendre, de réparer. Les murmures reprirent doucement, comme un bruissement de feuilles dans l'obscurité. Certains élèves échangeaient des regards embarrassés. D'autres restaient pétrifiés, paralysés par le choc. Jules fut le premier à briser le silence. Pourquoi personne n'a rien fait avant? Sa voix portait l'amertume d'une vérité trop longtemps étouffée. Un silence encore plus pesant suivit, suspendu dans l'air comme une accusation sans réponse. Madame Dupont baissa les yeux. Cette question allait bien au-delà d'elle, elle révélait une faille collective. Elle se revit dans ses hésitations, dans ces instants où, malgré les signaux d'alerte, elle avait préféré détourner le regard, cherchant refuge dans le confort du déni.
Ce poids sur sa conscience, elle le sentait désormais avec une clarté douloureuse. Une blessure qui ne cicatriserait pas de sitôt. Dehors, le ciel s'assombrissait, des nuages épais glissant lentement devant le soleil d'automne. La lumière grise, filtrée par la fenêtre, baignait la pièce d'une teinte froide, presque spectrale. Cette atmosphère accentuait le sentiment d'un basculement. Le monde s'était fissuré, laissant entrevoir l'ombre d'une vérité longtemps cachée. Chaque souffle devenait plus difficile, chaque mouvement plus lourd. Madame Dupont fit quelques pas, comme pour aérer la pièce, pour alléger l'air. Sa respiration était saccadée, presque haletante, et ses mains tremblaient légèrement. Margot le remarqua sans oser dire un mot. La professeure s'arrêta un instant, ferma les yeux. Elle tentait de rassembler ses pensées. Mais les images d'Élise revenaient sans cesse, son regard fuyant, sa douleur silencieuse, gravée sur son visage. Et puis, dans ce moment suspendu, une question s'imposa avec force, comment continuer, quand tout semblait s'effondrer? Comment affronter cette réalité nue, cette souffrance qui ne se disait pas, qui se dissimulait dans l'ombre? Le cœur de Madame Dupont se serra, une douleur sourde, presque physique. Elle avait ouvert une porte, sans savoir encore où elle menait. Margot, toujours près d'elle, osa poser une main sur son épaule. Ce simple geste, empreint de solidarité, brisa un peu la solitude de Madame Dupont. Un lien fragile venait de se tisser. Elle n'était plus seulement professeur et élève, mais deux âmes confrontées à la complexité du malheur. Dans un coin de la pièce, Thomas ramassa le sac d'Élise. Il le tint dans ses mains comme un symbole. Il en sentit la texture usée, les coutures fatiguées, et fut frappé par la fragilité de cet objet. C'était comme s'il tenait entre ses doigts toute la vulnérabilité d'une vie ignorée. Il se promit, dans un silence intime, de ne plus fermer les yeux. De ne plus jamais laisser quelqu'un sombrer dans l'obscurité sans une main tendue. Les autres élèves semblaient traversés par une onde de choc silencieuse. Certains détournaient le regard, d'autres se mordaient les lèvres, tentant de contenir leurs émotions. Une nouvelle dynamique s'installait. Fragile. Incertaine. Mais déjà, elle portait en elle les germes du changement. La compassion commençait à remplacer le jugement. Timidement. Lentement. Même si la peur et la gêne restaient présentes, comme des ombres persistantes. L'approviseur entra discrètement, resté jusque-là en retrait. Son visage trahissait une inquiétude contenue, un mélange de fermeté et de vulnérabilité. Elle s'approcha de Madame Dupont, les traits tirés. « Nous devons nous organiser », murmura-t-elle d'une voix basse. « Élise aura besoin de suivi, d'un accompagnement. Il faut préparer l'équipe. » Son regard balaya la pièce, les élèves, mesurant l'ampleur du défi. Madame Dupont acquiesça, consciente que ce moment marquait le début d'un combat. Un combat contre l'ignorance. Contre la stigmatisation. Contre la peur. Mais aussi, un combat pour la dignité d'Élise. Pour qu'elle ne soit plus jamais invisible. Elle inspira profondément. Le poids de la responsabilité pesait sur ses épaules, mais une force nouvelle naissait en elle. Le temps s'étirait, chaque minute semblait dilatée, chaque seconde chargée d'une intensité nouvelle. Les élèves, peu à peu, se rapprochaient. Ils cherchaient dans les regards, les gestes, les mots, un moyen de comprendre cette douleur qu'ils avaient si longtemps ignorée. Les paroles étaient hésitantes, parfois maladroites, mais elles ouvraient une brèche dans le silence. Dans ce microcosme ébranlé, chaque souffle, chaque mouvement portait le poids d'une vérité éclatante. Derrière une odeur, derrière un rejet, se cachait une histoire humaine. Une histoire fragile, complexe, qui appelait à la compassion, à l'écoute, à la justice. Et pour Madame Dupont, pour Margot, pour Thomas, et pour tous ceux qui avaient été témoins de ce matin d'automne, plus rien ne serait jamais comme avant. Quelque chose avait changé en eux. Une fissure profonde qui ne se refermerait pas. Une promesse silencieuse venait de naître, celle de ne plus jamais détourner le regard. Le lycée Saint-Michel, dans sa banalité apparente, devenait désormais le théâtre d'un éveil douloureux mais nécessaire. Et au cœur de ce bouleversement, la figure d'Élise restait gravée, fragile, lumineuse, symbole d'une vérité que plus personne ne pouvait ignorer. Le soir tomba sur Paris, enveloppant la chambre d'Élise d'une pénombre douce, presque irréelle. La lumière vacillante d'une vieille lampe à pétrole projetait des ombres dansantes sur les murs décrépits, comme des souvenirs qui s'éveillent, insaisissables et fragiles. Assise au bord de son lit, le regard perdu dans le vide, elle tenait entre ses mains un objet usé, une photographie fanée,
aux bords rongés par le temps, où l'on devinait les sourires éclatants d'une famille jadis unie. Ce simple morceau de papier semblait peser des tonnes, chargé de promesses brisées et d'absences irréparables. Dans ce silence étouffant, chaque souffle d'Élise résonnait comme un écho lointain. Elle sentait la lourdeur de cette journée couler dans ses veines, un mélange de soulagement et d'angoisse qui l'enveloppait peu à peu. Le poids de la vérité révélée, si longtemps enfoui sous des jugements, s'était abattu sur elle comme une tempête silencieuse. Et maintenant, face à elle-même, elle devait affronter ce qu'elle avait toujours fui. Sa propre histoire. Ses blessures invisibles. Ce mal qui la rongeait de l'intérieur. Elle caressa doucement le visage flou d'une femme sur la photo. Une mère dont le souvenir s'effaçait peu à peu, emporté par l'oubli et le chagrin. Ce visage, qui aurait dû être refuge, n'était plus qu'un spectre lointain, une absence creusant un vide abyssal dans son cœur. La colère monta soudain. Sourde. Brûlante. Pourquoi avait-elle été laissée seule? Pourquoi personne même se censé la protéger n'avait vu la douleur derrière l'odeur, les croûtes, le silence? L'air stagnant de la pièce semblait vibrer d'une intensité contenue. Chaque objet, chaque texture, chaque bruit devenait un miroir de son émotion. Le froissement de sa veste usée lui rappelait les jours où elle cachait sa détresse sous un masque d'indifférence. L'odeur âcre qui flottait encore, résiduelle, évoquait la stigmatisation, le rejet, le poids des regards évités. Cette odeur, naguère source de honte, prenait une signification nouvelle. Elle devenait la voix muette de son corps, le cri étouffé de sa souffrance ignorée. Élise se leva lentement. Elle fit quelques pas dans la chambre étroite, ses pieds effleurant le parquet craquant. Le silence n'était pas apaisant. Il était lourd. Chargé de toutes ces pensées qu'elle n'avait jamais osé dire. Elle s'arrêta devant un vieux miroir fissuré, évitant soigneusement son reflet. Elle craignait d'y croiser cette image marquée par la maladie, l'isolement, la fatigue. Pourtant, au fond d'elle, une voix faible, mais persistante, murmurait. « Tu n'es plus celle que tu étais hier. » Cette phrase, en apparence banale, ouvrait un abîme de questions. Élise sentit son esprit dériver vers des souvenirs d'enfance éclatés, des cris, des silences, des larmes dans une chambre vide. Elle revit le visage fermé de son père, ses absences répétées, ses silences lourds de non-dits. Cette famille fracturée, ce foyer sans chaleur, avait forgé sa solitude. Même les rires des autres ne parvenaient pas à percer cette carapace. Mais désormais, cette carapace se fissurait. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, venait de lui offrir une étrange forme de libération. Elle n'était plus seule. Plus jamais seule dans ce combat. Pourtant, cette nouvelle réalité ne venait pas sans contradiction. Une part d'elle se rebellait contre cette exposition forcée, contre ce basculement brutal de sa vie privée en un spectacle public. Elle redoutait le regard des autres, cette pitié déguisée en compassion, cette fragilité apparente qui la rendait soudain vulnérable. Dans un souffle, elle se souvint des mots de Madame Dupont, de ce geste tendre et silencieux, de cette main posée sur son épaule, qui avait brisé la carapace du rejet. Une gratitude mêlée de honte l'envahit. Elle aurait voulu crier que ce n'était pas sa faute, que ses blessures n'étaient pas un fardeau, mais un cri, un appel à la vie, coincé dans sa gorge. Les minutes s'étiraient, et le silence devenait le complice de ses pensées tourmentées. Elle se laissa tomber sur le lit, serrant la photo contre sa poitrine, comme pour capter un peu de cette chaleur disparue. La nuit avançait, et avec elle, le poids des émotions s'intensifiait. La peur de l'avenir, de l'inconnu, s'entremêlait à une lueur d'espoir ténue. Cette lumière fragile, qui ne naît que lorsqu'on accepte enfin de regarder sa propre vérité en face. Élise sentait qu'un bouleversement irréversible s'était produit en elle. Ce n'était pas une résolution claire, ni un pas décisif, mais une prise de conscience sourde. Elle savait désormais qu'il n'y avait plus de retour possible. Le monde autour d'elle s'était fissuré, tout comme l'image qu'elle avait d'elle-même. Cette fracture était douloureuse, mais elle portait en elle la promesse d'une renaissance, d'une reconstruction possible, même si ses contours restaient flous, incertains. Dans ce moment suspendu, elle se surprit à écouter les bruits lointains de la ville, le souffle régulier du vent dans les arbres, le battement discret de son propre cœur. Tout semblait à la fois insignifiant et essentiel, comme si la vie reprenait doucement son cours après une tempête. Elle savait que demain serait un autre jour, un jour où les regards changeraient, où les jugements seraient peut-être plus doux, ou peut-être plus cruels. Mais ce soir-là, seule avec ses pensées, elle se permettait de ne rien décider, simplement d'exister. Lentement,
elle posa la photo sur la table de nuit, ferma les yeux, laissant les larmes retenues toute la journée couler librement. Ces larmes n'étaient ni faiblesse ni défaite, mais le langage silencieux d'un cœur qui commençait à guérir. Dans cette obscurité douce, Élise sentit que, malgré tout, malgré la douleur, elle pouvait encore espérer. Une part d'elle, petite mais tenace, refusait de disparaître dans l'ombre. Tandis que la nuit enveloppait la chambre d'un voile protecteur, la jeune fille se laissa doucement glisser dans le sommeil, portée par ce mélange fragile de peur et d'espoir, de doutes et de certitudes, qui tisse le chemin incertain vers la lumière. Le lendemain matin, une pluie fine et froide tombait sans relâche sur Paris, transformant les rues en miroirs ternes et glissants. La lumière grise et diffuse semblait refléter l'état d'esprit d'Élise, désormais prisonnière d'une réalité qu'elle ne contrôlait plus. Après la tension brutale de la veille, elle avait passé la nuit à ressasser ses pensées, à se débattre avec les ombres de son passé et la fragilité de son avenir. Pourtant, malgré ce tumulte intérieur, elle devait affronter le monde extérieur. Le lycée Saint-Michel l'attendait, mais ce qu'elle allait y retrouver n'avait rien de rassurant. En franchissant le portail, Élise sentit immédiatement le poids des regards. Ce n'était plus seulement la curiosité froide des jours précédents, mais une hostilité plus sourde, plus menaçante. Les chuchotements avaient cédé la place aux murmures acérés, aux commentaires à peine voilés. Certains élèves éloignaient leurs amis d'un geste brusque lorsqu'elle s'approchait. D'autres la dévisageaient avec une intensité presque agressive. L'odeur, cette fois, semblait être devenue un stigmate, inscrit dans l'air, un prétexte à une exclusion plus ouverte, plus violente. Au fond de la cour, un groupe s'était formé, rassemblant ceux qui jadis s'étaient moqués d'elle en silence. Thomas, qui avait commencé à éprouver de la compassion, se tenait en retrait, le visage fermé, incapable de s'interposer. Margot tenta de s'approcher d'Élise, mais un regard froid et tranchant la stoppa net. La tension était palpable, comme un orage prêt à éclater. Soudain, une voix haute et moqueuse fendit l'air. Alors, la pauvre Élise, elle va finir à l'hôpital avec toute cette odeur. Un rire cruel s'ensuivit, brisant la fragile atmosphère. Élise sentit son cœur se serrer, une colère sourde remplaçant la peur qui l'avait paralysée jusque-là. Elle serra les poings, ses doigts blanchissant sous la pression, tandis que ses jambes semblaient vouloir la porter loin, très loin de ce cercle oppressant. Mais avant qu'elle ne puisse fuir, une autre voix, plus ferme, s'éleva. Arrêtez. C'était Madame Dupont, qui venait d'apparaître à l'entrée de la cour, son visage marqué par l'épuisement mais illuminé par une détermination nouvelle. Elle s'avança avec autorité, les yeux fixés sur les élèves, défiant silencieusement leur jugement. Ce que vous voyez, ce n'est pas un spectacle. C'est une réalité douloureuse, une histoire humaine, et elle mérite votre respect, pas votre mépris. Le silence tomba, lourd, inhabituel. Mais la défiance ne disparut pas. Elle semblait même se figer, se cristalliser en un mur invisible, dur, infranchissable. Élise, sentant toujours les regards braqués sur elle, baissa la tête. Un éclat de honte mêlé à la révolte brillait dans ses yeux. Elle recula, prête à disparaître, quand une main la retint doucement. Élise, attends. C'était Margot. Sa voix était tremblante, mais sincère. Je veux comprendre. Vraiment. Laisse-moi t'aider. Un frisson parcourut la jeune fille, une hésitation mêlée d'espoir. Mais ce fragile pont ne tiendrait pas longtemps dans ce climat pesant. Alors que la pluie redoublait, tambourinant sur les toits et les pavés, un bruit sec retentit derrière eux, un coup violent sur la porte de l'établissement. Tous se retournèrent, surpris et inquiets. Un homme, au visage fermé et à la posture rigide, apparut dans l'entrebâillement, un dossier à la main. C'était l'inspecteur chargé de l'affaire, venu suite à l'appel de Madame Dupont la veille. Il s'avança, ses yeux scrutant Élise avec une intensité troublante. « Mademoiselle, nous devons parler. Il y a des choses que vous devez nous dire. Pour votre bien, et celui de votre famille. » Sa voix était ferme, mais une urgence sous-jacente transparaissait, comme un fardeau qu'il ne voulait pas dévoiler. Élise recula instinctivement, prise d'un vertige soudain. Elle secoua la tête, rejetant ce poids de plus. « Je ne sais rien. Je ne veux rien dire. Laissez-moi tranquille. » Mais son ton trahissait une fragilité profonde, un cri silencieux d'aide déguisé en refus. Madame Dupont s'interposa, tentant d'apaiser la situation. « Donnez-lui du temps. Elle vient de traverser beaucoup. Nous devons avancer ensemble, pas la brusquer. » L'inspecteur, implacable, rétorqua.
Le temps est un luxe que nous n'avons pas. Il y a des enjeux bien plus graves qu'on ne l'imagine. Le ciel s'assombrit encore, les éclairs zébrant l'horizon comme une mise en garde muette. La cour du lycée, théâtre de ce drame naissant, semblait soudain enfermée dans un cocon étouffant où chaque respiration devenait plus difficile, chaque silence plus lourd. Élise, tremblante, sentit la peur et la colère s'entrelacer en elle, prête à exploser. Elle comprenait que son combat ne faisait que commencer. Les certitudes s'effondraient une à une, mais surtout, elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir. Le monde extérieur, avec ses jugements, ses exigences, ses secrets, l'attendait. Et tout ce qu'elle avait construit jusque-là, ce fragile équilibre d'ombre et de lumière, allait être mis à rude épreuve. Ce matin d'automne, sous l'orage naissant, la vérité n'était plus un murmure. Elle grondait, prête à déchirer les murs du silence, à bouleverser des vies, à révéler des secrets que personne ne voulait affronter. Au cœur de cette tempête, Élise se retrouva face à elle-même, confrontée à l'inévitable fracture. Le chemin serait long, incertain, mais il était désormais tracé. Et à chaque pas, une question demeurait, suspendue dans l'air chargé d'électricité. Jusqu'où était-elle prête à aller pour être enfin entendue? Le vent s'engouffrait dans les ruelles étroites de la périphérie parisienne, emportant avec lui les feuilles mortes, comme autant de fragments épars d'un passé qu'Élise avait longtemps tenté d'oublier. Ce matin-là, alors que la pluie cessait à peine, la lumière blafarde du soleil perçait timidement les nuages, jetant une lueur froide sur les pavés humides. Mais au lycée Saint-Michel, l'atmosphère était bien plus lourde, chargée d'un poids invisible depuis l'arrivée de l'inspecteur et la révélation de la maladie d'Élise. Ce que personne n'avait prévu, c'était la manière dont les fils du passé, tissés avec douleur et délicatesse, allaient se croiser brutalement, révélant des vérités insoupçonnées, des complicités enfouies, des blessures partagées. Car derrière l'isolement d'Élise, derrière les jugements hâtifs et les regards fuyants, se cachait une toile complexe. Chaque personnage, chaque silence, portait sa propre histoire, un miroir trouble de la jeune fille. Madame Dupont, en rentrant chez elle ce soir-là, ne pouvait chasser de son esprit l'image d'Élise, frêle silhouette vacillante entre les murs du lycée. Mais ce qui la hantait davantage, ce n'était pas seulement la maladie ou la détresse visible, mais une sensation sourde, comme une résonance familière. Une intuition qu'elle avait déjà croisé une douleur semblable, une solitude aussi profonde, mais qu'à l'époque, elle avait choisi d'ignorer. Cette pensée la ramena 5 ans en arrière, vers une autre élève. Une fille discrète, elle aussi marquée par des stigmates invisibles que personne n'avait su voir. Son appartement exigu l'enfermait dans un cocon d'ombre, où le passé s'invitait sans prévenir. Sur la table basse, un vieux carnet ouvert trahissait un secret trop longtemps gardé. Des notes griffonnées à la hâte, des lettres jamais envoyées, des mots pleins d'une douleur muette. Madame Dupont caressa une page où figuraient des noms d'élèves disparus de sa vie, parmi lesquels celui d'une certaine Camille. Camille, une fille d'un quartier voisin, avait quitté le lycée dans des circonstances troubles, laissant derrière elle un vide que personne n'avait su combler. À cet instant, une lumière nouvelle traversa l'esprit de la professeure. Et si Élise n'était pas seulement victime d'une maladie, mais aussi d'un héritage invisible, d'une chaîne de souffrances liée par le silence et l'oubli? Cette piste lui offrait une clé fragile, mais précieuse, pour comprendre pourquoi Élise semblait enfermée dans un cercle sans issue. Le bracelet médical aperçu sur son poignet, presque effacé, prenait désormais un sens plus large. Il n'était pas seulement un signal d'alerte, mais le témoignage d'une lutte ancestrale, d'une vulnérabilité transmise. Dans les jours qui suivirent, l'enquête de l'inspecteur prit une tournure inattendue. Les questions, d'abord centrées sur la situation immédiate d'Élise, s'élargirent à son environnement familial, à ses fréquentations, aux secrets enfouis dans les murs de leur immeuble grisâtre. C'est là, dans le silence oppressant de ce foyer, qu'apparut une correspondance cachée, des lettres jaunies, glissées entre les pages d'un vieux dictionnaire échappé d'un passé douloureux. Ces mots, adressés à Élise par une main inconnue, parlaient d'espoir, mais aussi de trahison, de promesses brisées, de sacrifices invisibles. La découverte fit vaciller l'image qu'Élise avait d'elle-même. Elle lisait ces lettres en cachette, chaque phrase creusant un peu plus le fossé entre ce qu'elle croyait savoir et ce qui lui échappait. L'expéditrice, une femme au prénom oublié, évoquait une complicité secrète avec sa mère disparue. Un lien tissé dans l'ombre. Et surtout, une vérité tue. Élise n'était pas seule, même si le monde lui avait toujours fait croire le contraire. Cette révélation bouleversa sa perception du combat qu'elle menait. La maladie, la stigmatisation, le rejet, tout prenait désormais une autre dimension. Ce n'était plus seulement sa douleur, mais celle d'une lignée brisée,
d'un silence ancestral qui pesait sur elle comme une chaîne invisible. Une part d'elle, jusque-là résignée, se mit à bouillonner d'une colère sourde, mais aussi d'une force nouvelle, née de la conscience qu'elle portait en elle un héritage à la fois lourd et précieux. Cependant, cette lumière venait avec son lot d'ombre. Thomas, dont la culpabilité grandissante l'avait poussé à s'intéresser davantage à Élise, découvrit à son tour un secret qui le liait à cette histoire. En fouillant dans ses souvenirs, il se rappela une conversation entre ses parents, un murmure à propos d'une famille voisine, d'un passé trouble, d'une promesse faite mais jamais tenue. Cette connexion inattendue jetait une ombre sur son rôle, le plaçant au cœur d'un dilemme moral. Pouvait-il rester simple spectateur, ou était-il, malgré lui, complice d'un silence coupable? Margot, quant à elle, se trouvait déchirée entre son désir d'aider Élise et la pression croissante de ses camarades, dont certains se montraient de plus en plus hostiles. Une tension sourde s'installa entre elle et Madame Dupont. Cette dernière soupçonnait chez son élève une peur secrète de s'engager pleinement, un réflexe de protection, qui, paradoxalement, risquait de creuser un fossé supplémentaire. Leur relation, jusque-là tendre et confiante, se mua en un fragile équilibre entre soutien et distance. Au lycée, les regards changeaient, mais pas toujours dans le sens espéré. Certains élèves, touchés par l'histoire d'Élise, cherchaient à comprendre, à réparer. D'autres, au contraire, voyaient dans cette médiatisation une occasion de moquerie renouvelée, un terrain propice à la cruauté. La fracture sociale se creusait, exacerbée par des non-dits et des rancunes larvées. Le corps enseignant, pris entre devoir d'éducation et peur de l'image, hésitait à intervenir, renforçant ce sentiment d'abandon qu'éprouvait Élise. Dans ce contexte, Madame Dupont fit une découverte qui la bouleversa profondément. En relisant les premiers rapports médicaux, elle réalisa qu'un élément crucial avait été négligé, une allergie sévère, peu connue, susceptible d'expliquer l'aggravation de l'infection d'Élise. Cette allergie était liée à un traitement inadapté prescrit jadis par un médecin du quartier. Ce détail passé inaperçu ouvrait une porte vers une possible faute médicale, un déni collectif qu'elle décida d'explorer, consciente que cela pourrait bouleverser encore davantage la fragile vie d'Élise. Mais au-delà des faits, c'est la dimension humaine qui s'imposait. Élise, prise dans ce maelstrom de révélations, se retrouvait face à elle-même, à ses peurs, à ses espoirs. Chaque vérité nouvelle était un miroir déformant, un fragment de puzzle récalcitrant. Elle sentait la tension monter, le poids du regard des autres, mais aussi la nécessité de choisir son camp, celui du silence ou celui de la lutte. Le soir, seule dans sa chambre, elle repensa aux mots de Madame Dupont, à cette main posée sur son épaule, à cette promesse silencieuse. Elle comprit que son combat ne serait pas seulement contre la maladie ni contre le rejet, mais contre un système sourd, une société aveugle aux blessures invisibles. Elle n'était plus la fille qui sent mauvais, mais une jeune femme au cœur d'une tempête, appelée à briser les chaînes du passé, à affronter les ombres pour enfin trouver sa lumière. Et dans ce tourbillon d'émotions et de vérités mêlées, une question restait suspendue, plus lancinante que jamais, qui, parmi ceux qui l'entouraient, serait réellement à ses côtés dans cette bataille? Qui cacherait encore des secrets? Et à quel prix? Le voile venait de se lever, mais le chemin restait obscur, semé d'embûches et de dilemmes. Élise, au cœur de cette complexité, allait devoir apprendre à naviguer entre lumière et ténèbres, entre trahison et confiance, pour enfin se trouver. Ou se perdre. Le récit n'était plus seulement celui d'une odeur, d'une maladie ou d'un rejet. Il était devenu une quête, un appel à la compréhension, à l'humanité, et surtout au courage de regarder au-delà des apparences. Le lycée Saint-Michel, théâtre de ce drame, restait un lieu de contradiction où la vérité s'écrivait lentement entre espoir et douleur. Le silence régnait dans la chambre où Élise s'était réfugiée, un sanctuaire devenu soudain trop petit pour contenir l'ouragan qui grondait en elle. La fenêtre entr'ouverte laissait entrer un souffle frais, chargé des senteurs humides de la pluie récente. Ce vent léger faisait danser les rideaux usés, projetant sur les murs des ombres vacillantes, comme les fragments d'une vie en train de se déliter. Assise sur le sol, le dos appuyé contre le lit, Élise serrait contre elle une photographie fanée. Ce seul vestige d'un passé où le bonheur semblait encore possible lui brûlait désormais les doigts. Elle n'était plus un souvenir tendre, mais le poids d'une absence trop lourde à porter. Son regard se perdait dans le vide, fixé sur un point flou, hors du temps. Les larmes avaient cessé de couler, remplacées par une douleur sourde, une brûlure intérieure qui refusait de s'apaiser. Chaque inspiration lui semblait voler, chaque battement de cœur une promesse brisée. Elle avait franchi un seuil, celui où le silence ne suffit plus, où le poids de la vérité écrase les dernières illusions. Et pourtant, elle restait figée, incapable de bouger,
comme si le monde autour d'elle s'était dissous dans une brume glacée. Dans cet isolement, le murmure de ses pensées devenait assourdissant. Pourquoi moi? Cette question lancinante revenait sans cesse, creusant un abîme d'amertume. Elle avait cru que tout finirait par passer, que les regards, les jugements, la douleur finiraient par s'effacer. Mais non. La maladie, la stigmatisation, la solitude, tout s'était accumulé jusqu'à la faire vaciller sur ce fil fragile entre résignation et révolte. Un craquement soudain la fit sursauter. La porte venait de grincer, une présence s'insinuait dans son refuge. Elle releva la tête, les yeux embués, pour découvrir Margot. Hésitante, tremblante, comme une barque fragile perdue dans une mer agitée. « Élise, murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion, je voulais juste savoir si tu allais bien. » Mais ces mots sonnaient creux, dérisoires face au chaos ambiant. Élise détourna le regard, serrant encore plus fort la photo. « Je ne sais pas, » répondit-elle d'une voix rauque, presque étranglée. « Tout est trop. Trop lourd, trop vrai. » Un sanglot monta en elle, qu'elle étouffa avec peine. « Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus être celle que les autres veulent que je sois. » Margot s'avança, doucement, prenant place à ses côtés, sans oser la toucher. Le silence s'étira, dense, oppressant, comme une chape de plomb. Puis, d'une voix tremblante, elle osa. « Tu n'es pas seule, Élise, pas cette fois. » Mais l'écho de ses paroles semblait se perdre dans le vide immense qui s'était installé entre elles. Ce moment suspendu marquait une fracture invisible, mais irréversible. Élise sentit qu'une part d'elle venait de se briser. Une part qu'elle ne pourrait jamais recoller. La confiance, le pardon, l'espoir même, tout se dissolvait dans une nuit sans étoiles. Elle avait franchi une ligne, celle qui sépare la survie de la vie. Et cette frontière, une fois dépassée, ne permettait plus de retour en arrière. Les souvenirs affluaient, violents, désordonnés, comme une marée noire. Les absences de sa mère, les silences de son père, les jugements cruels de ses camarades, la douleur physique infiltrée dans chaque cellule de son corps, tout cela se mêlait à la peur viscérale d'être définitivement abandonnée, rejetée par un monde dont elle ne comprenait plus les règles. Elle se leva lentement, vacillante. Ses mains tremblaient, cherchant un appui. Le miroir fissuré accroché au mur lui renvoya son reflet brisé, un visage ravagé par la fatigue, la colère, et une tristesse infinie. Elle effleura cette image déformée du bout des doigts, comme pour vérifier qu'elle était encore là, qu'elle n'avait pas disparu sous le poids du désespoir. Un bruit étouffé dans le couloir la fit sursauter. Elle se figea, le cœur battant à tout rompre. Des voix indistinctes, des pas précipités, tout lui semblait soudain une menace. Elle se recroquevilla dans un coin, serrant ses genoux contre sa poitrine. « Je ne veux pas. Je ne veux pas que ça continue comme ça, » murmura-t-elle à elle-même, plus qu'à quiconque. Cette nuit-là, la chambre d'Élise devint une prison d'ombre et de silence, où chaque souffle était un combat, chaque pensée une blessure. Le poids de la vérité, cruelle et inévitable, lui avait arraché les derniers repères. Elle était désormais seule face à l'abîme, suspendue entre la tentation de disparaître et la nécessité de se battre. À l'extérieur, le monde poursuivait sa course indifférente. Les lumières de la ville scintillaient au loin, froides, inaccessibles, comme des étoiles mortes. Mais pour Élise, ces éclats appartenaient déjà à une autre réalité. Celle d'un avenir incertain, où le combat pour la reconnaissance, pour la dignité, venait tout juste de commencer. Et dans ce silence glacé, une certitude s'imposa, il n'y aurait plus de retour possible. Le chemin qui s'ouvrait devant elle serait semé d'épreuves, de douleurs, de sacrifices. Mais c'était le seul qui lui restait. Le dernier souffle d'espoir, fragile et ténu, brillait encore dans ses yeux. Un éclat de courage à peine perceptible, mais suffisant pour la maintenir debout. Quoi qu'il en coûte, Élise savait désormais qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle devait affronter la tempête, affronter les ombres qui la guettaient. Et peut-être, un jour, trouver la lumière au bout du tunnel. Ce soir-là, dans cette chambre où tout semblait s'effondrer, elle se fit une promesse silencieuse, celle de ne plus jamais laisser le silence décider pour elle. Le combat n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Le matin suivant, la chambre d'Élise était baignée d'une lumière blafarde, presque crue, qui révélait chaque fissure, chaque recoin jusque-là caché. Debout devant le miroir, elle scrutait son reflet avec une intensité nouvelle, comme si elle tentait enfin de se reconnaître. De se confronter à ce visage fatigué, marqué par la douleur, mais traversé d'une détermination insoupçonnée.
Ce moment était lourd de promesses et de menaces. Elle savait que cette journée ne serait pas un simple passage, mais un point de bascule, un instant charnière où tout pouvait changer. Le silence de la pièce était interrompu par le bourdonnement lointain de la ville. Mais à l'intérieur, un tumulte grondait. Elle rassembla ses forces. Ses pensées tourbillonnaient, mais une certitude s'imposait avec une clarté implacable. Elle ne pouvait plus fuir. Le rejet, la maladie, les secrets familiaux. Tout devait être affronté, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui, comme elle, avaient été rendus invisibles, ignorés, ou condamnés au silence. Elle s'habilla lentement, choisissant avec soin chaque vêtement. Non pas pour se cacher, mais pour affirmer sa présence. Le vieux sac à dos, usé mais fidèle, fut glissé sur ses épaules comme une armure fragile. Avant de partir, elle s'arrêta une dernière fois devant le miroir, croisant enfin ce regard qu'elle avait si longtemps évité. Une flamme vacillante y brillait. Ni peur, ni résignation, mais un appel sourd. Une invitation à reprendre le contrôle, à redevenir l'actrice de sa propre histoire. Au lycée, l'atmosphère était électrique. Les couloirs familiers semblaient soudain hostiles. Chaque regard posé sur elle portait le poids du jugement, de la curiosité, parfois de la peur. Les murmures enflaient. Certains teintaient d'inquiétude sincère, d'autres vibraient d'une cruauté plus insidieuse, nourrie par la peur de l'inconnu. Mais cette fois, Élise n'était plus la proie silencieuse. Elle était devenue une énigme vivante. Un défi lancé à ceux qui avaient détourné les yeux. Elle rejoignit la salle où Madame Dupont l'attendait, le visage marqué d'inquiétude, mais aussi de fierté. Leurs regards se croisèrent, et sans un mot, un pacte tacite sembla s'établir. Élise savait qu'elle ne pouvait plus se contenter de la compassion discrète de quelques alliés. Elle devait faire entendre sa voix. Imposer sa vérité. Même si cela signifiait rompre l'équilibre fragile de son univers. La première décision fut douloureuse mais nécessaire. Elle demanda à Madame Dupont de convoquer l'inspecteur. Celui-ci arriva, le visage impassible, un dossier sous le bras, prêt à creuser plus loin dans ce qui s'annonçait comme un secret bien gardé. Mais cette fois, Élise était prête. Elle ne se cacherait plus. « Je veux que tout soit mis au jour », déclara-t-elle d'une voix ferme. « Je ne veux plus être une ombre. Ni une victime invisible. Si ma vie doit être exposée, qu'elle le soit. Pas pour être jugée, mais pour être comprise. » Le regard de l'inspecteur vacilla. Cette force, émanant d'une fille qu'il avait toujours perçue comme fragile, le désarma un instant. Les heures suivantes furent un enchaînement d'interrogatoires, de révélations, parfois de confrontations. Élise affronta l'histoire de sa famille, les non-dits, les blessures, mais aussi l'amour caché dans les silences. Elle tintait au regard sceptique, au soupir condescendant, au silence pesant. Chaque mot qu'elle prononçait était un pas vers sa reconstruction. Une rupture avec le passé. Une naissance. Mais au dehors, la rumeur grondait. Au lycée, la tension montait. Certains élèves, galvanisés par les échos médiatiques, se positionnaient en défenseurs. D'autres, au contraire, devenaient des bourreaux. Margot, tiraillée entre loyauté et peur d'être rejetée, s'éloignait. Thomas, rongé par la honte, tentait maladroitement de se racheter, sans jamais trouver les mots justes. Un après-midi, alors que le ciel se teintait de gris, Élise fut encerclée par un groupe d'élèves dans la cour. Des moqueries déguisées en questions, des provocations insidieuses, tentaient de la faire vaciller. Mais elle ne céda pas. Elle se redressa. Sa voix, calme et implacable, fendit l'air. Ce que vous appelez mauvais, ce n'est ni une faute ni une honte. C'est une bataille. Une que je mène chaque jour. Et si tout ce que vous voyez, c'est une odeur, alors vous ne voyez rien. Ces mots résonnèrent dans la cour, brisant une chape d'indifférence. Un silence s'installa. Épais. Saisi. Mais cette prise de parole ne fut pas sans conséquence. Dans les jours qui suivirent, les regards changèrent. Certains devinrent plus durs, d'autres plus hésitants. Sa vérité, aussi libératrice soit-elle, dérangeait. Elle faisait éclater des équilibres anciens, des complicités silencieuses. Madame Dupont la prit à part, un jour, et murmura. « Tu as déclenché quelque chose qu'on ne pourra plus arrêter. Prépare-toi à ce que le combat soit plus rude encore. » Mais Élise n'avait plus peur. Ce choix, cette volonté de parler, d'affronter, était une déclaration de guerre au silence.
Elle marchait désormais sur un fil tendu, chaque pas un défi, chaque respiration une victoire. Le soir venu, seule dans sa chambre, elle posa ses mains sur la photo fanée. Une énergie nouvelle parcourait ses veines. Elle savait que rien ne serait plus comme avant. Derrière cette porte qu'elle avait ouverte, un monde complexe l'attendait. Fait d'ombre et de lumière.